Après avoir traité des exercices relatifs aux tests d'hypothèse de conformité, c'est-à-dire on comparait une moyenne, donc à la norme M0, aujourd'hui, on va voir une série d'exercices relatifs aux tests d'hypothèse d'homogénéité, c'est-à-dire que on va comparer les moyennes ou les proportions de deux populations différentes. Et on va attaquer donc le premier exercice. On verra ici, ils nous disent dans une grande ville, une enquête par sondage a été réalisée sur les dépenses alimentaires. Okay. Je vais prendre un pointeur laser. Dans une grande ville, une enquête par sondage a été réalisée sur les dépenses alimentaires mensuelles des ménages. Donc on s'intéresse à quoi? Aux dépenses alimentaires mensuelles des ménages. Très bien, on prélève un échantillon qui comprend 327 ménages d'ouvriers et un deuxième échantillon de 286 ménages de fonctionnaires. On a deux échantillons indépendants et différents, prélevés de deux populations indépendantes et différentes. C'est pourquoi j'insiste sur l'indépendance donc des échantillons, la différence des deux échantillons prélevés de deux populations différentes, parce que dans la solution de l'exercice, il s'agit d'estimer l'écart type au niveau de la population. Et pour l'estimer, on va travailler avec le tirage, avec remise. La raison, c'est que donc les deux populations sont indépendantes. On a observé les valeurs suivantes. Donc on a la population ou l'échantillon des ouvriers et l'échantillon des fonctionnaires. On a prélevé 327 ouvriers dans l'échantillon 1 et 286 fonctionnaires de l'échantillon, donc dans l'échantillon de la population 2. La moyenne qu'on a retrouvée au niveau de l'échantillon des ouvriers est de 612 dirhams de dépenses mensuelles, avec un écart type de 104 dirhams. Chez les fonctionnaires, donc on a prélevé un échantillon de 286 personnes, on a retrouvé une moyenne de 642 dirhams, donc de dépenses, avec un écart type de 118. Donc ici, les écarts types sont les écarts types des échantillons. Et l'écart type de la population, il est inconnu. Et du coup, donc, il s'agit de l'estimer. Première question. Peut-on conclure qu'il y a une différence entre les dépenses alimentaires mensuelles des ménages des ouvriers et celles des ménages des fonctionnaires au risque de 5%? Ok, alpha est égal à 5% ici. Et on nous dit, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a une différence entre les dépenses des ouvriers et les dépenses des fonctionnaires? La deuxième question, peut-on conclure que les ménages des fonctionnaires dépensent plus que les ménages d'ouvriers, au risque d'erreur de 5%? Donc, ce sont deux tests d'hypothèse différents. Ici, H0, on va dire que, ici on parle de moyenne, on a la moyenne. Et donc, M est égal à M0, et dans l'hypothèse H1, il s'agit de voir la différence. Elle est donnée dans la question. Est-ce qu'il y a une différence? Donc H1, c'est la différence. Alors qu'ici, un autre test d'hypothèse, dans l'étape 1, on va écrire que M est égal à M0, mais dans H1, ils nous disent ici, est-ce qu'on peut conclure que les fonctionnaires dépensent plus? Donc les fonctionnaires ici, c'est l'échantillon numéro 2. Donc c'est la moyenne numéro 2. Est-ce qu'il est supérieur à M1? Voilà. M2, est-ce qu'il est supérieur à M1? Donc il s'agit de faire ceci dans le deuxième test d'hypothèse. Donc on verra le premier et après on formulera donc les hypothèses du deuxième. Premier test d'hypothèse. Donc on passe à la solution.
déjà faite pour gagner du temps et aller rapidement. Donc, étape 1, il s'agit de formuler les hypothèses. Ok, on formule nos hypothèses. H0, M1 est égal à M2. Les dépenses alimentaires mensuelles sont les mêmes chez les fonctionnaires et chez les ouvriers. H1, M1 différent de M2. Donc, les dépenses alimentaires mensuelles sont différentes. Il s'agit d'un test bilatéral. Et comme je disais, à chaque fois, donc, vous avez un test bilatéral, il faut faire le schéma. Je vais prendre le bleu, parce que le rouge, je le garde donc pour les zones à risque. Voilà. Et donc, on a deux zones de risque. Donc, la zone risque aux zones de rejet sont là. Et comme j'ai deux zones de risque, c'est alpha sur 2. Et ici, j'aurai alpha sur 2. Parce que la totalité des zones de risque doit me donner alpha. Voilà. Et la zone d'acceptation, donc, c'est en vert. Zone d'acceptation. Et c'est 1 moins alpha, la zone. En termes de probabilité, c'est 1 moins alpha. Donc ça, c'est la zone d'acceptation. Voilà. À la différence du test d'hypothèse de conformité, ce qu'on va voir dans l'étape 2, on suppose H0 vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Avant, on détermine la distribution de x bar. Et à partir de x bar, on détermine la distribution de t pour pouvoir lire t sur la table de la loi normale centrée réduite ou bien sur la table de student. Déterminons la distribution, donc ici, on doit déterminer la distribution de quoi? De la différence. Puisque ici, je cherche à ce que M1 dont H0, M1 est égal à M2. Et H1, j'aurai M1 différent de M2. Et donc, pour faire mon test, il faut que je développe un peu plus. Et dire que ici, ces hypothèses, je peux également les écrire sous cette forme. Dire que H0, si M1 est égal à M2 dans H0, du coup, je peux écrire que la différence M1 moins M2, la différence doit être égale à 0. Voilà. Et dans H1, je vais écrire que la différence est différente de 0. Voilà. Et bien sûr, comme j'ai un écart type à accepter, c'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur, je peux m'écarter de 0 un petit peu, mais un petit peu acceptable. Voilà. Et si je m'écarte trop, donc je serai dans la zone de rejet. Très bien. Donc, sous H0 exact, D est égal à 0. C'est ce que j'ai écrit là. Voilà. Et donc, l'espérance de D, qu'est-ce que c'est que l'espérance de D? L'espérance de la différence. Il s'agit d'estimer cette
différence, ça veut dire que à travers quoi? À travers la moyenne calculée sur les échantillons, parce que je n'ai pas les moyennes calculées au niveau de la population. Et donc, il s'agit de voir ici, M1, c'est l'espérance de x bar 1, et M2, c'est l'espérance de x bar 2. Ce qui me donne donc M1 moins M2, et donc l'espérance de D ici, elle est égale à 0. Hein. Sous H0, D est égal à 0, l'espérance de D est égale à 0, avec bien sûr sigma de D. Il ne faut pas oublier qu'on doit également calculer sigma de D, sigma de la différence. Qu'est-ce que c'est que sigma de la différence? C'est tout simplement donc la variance de la différence, c'est la somme des deux variances. Et si je prends sigma de x bar 1 et sigma de x bar 2, donc je vais retrouver sigma carré 1 sur n1 plus sigma carré 2 sur n2. Okay. Voilà. Donc les distributions des deux populations sont inconnues. Hein, dans l'exercice, on ne m'a pas donné la distribution des deux populations. Mais comme j'ai N1 et N2 sont supérieurs à 30, quelle que soit la loi suivie par X1 et X2, hein, des deux populations, d'après le théorème central limite, j'aurai D va suivre, parce que ici je m'intéresse à la différence, va suivre une normale d'espérance de paramètre espérance de D, sigma de D. L'espérance de D est égale à 0. Et sigma de D, donc, il est égal à, on l'a déjà calculé, à racine carrée de sigma carré 1 sur N1 plus sigma carré 2 sur N2. Voilà. Et je le note ici. Ce qui veut dire D suit une normale. Okay? Ce qui veut dire que T, dans le test d'hypothèse de conformité, donc on l'a calculé comme x bar moins l'espérance de x bar. Ici, je m'intéresse à la différence, c'est D moins l'espérance de D sur sigma de D. Et T va suivre une normale centrale réduite, 0,1. Ok, on a fait l'étape numéro 2. On connaît maintenant la distribution de la différence. Et donc, on peut lire T sur la table de la loi normale centrale réduite. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à déterminer les bornes L1 et L2. Voilà. On va voir comment les déterminer. Et donc, on passe à l'étape 3, détermination de la zone d'acceptation. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai dans l'étape 3, détermination de la zone d'acceptation et de la zone de rejet. Alpha, c'est la probabilité de choisir H1 alors que H0 est vrai. Et qui est égal à 5%. C'est quoi? C'est la probabilité de rejeter à tort H0. Et donc, dans cette étape 3, il faut déterminer la marge d'erreur. Et la marge d'erreur, c'est T sigma de D. Et donc, premièrement, je dois déterminer T. Alpha, il est égal à 5%. Donc, 1 moins alpha sur 2. Puisque j'ai un test bilatéral. Donc, comme je le disais dans les exercices précédents, il faut déterminer T qui se retrouve là. C'est plus T. Et ici, c'est moins T. Et donc, plus T, hein, ici, c'est 1. C'est tout ce qu'il y a sous la courbe. 1 moins alpha sur 2. Moins cette zone. Ça me donne toutes les probabilités cumulées jusqu'à plus T. Okay. Donc, je détermine plus T. Et donc, pour moi ici, 1 moins alpha sur 2, c'est 1 moins 5% sur 2. Et 1 moins 5% sur 2, c'est 0,975. La probabilité, la valeur de T qui correspond à cette probabilité sur la table de la loi normale, c'est 1,96. Donc, j'ai retrouvé T. Hein. Deuxième méthode, maintenant, je sais comment le faire par les deux méthodes. Ici, hein, je procède par 2P de T moins 1 est égal à 0,95 est égal à 1 moins alpha. Avec alpha est égal à 5%, donc 0. Je retrouve la même valeur de T, c'est 1,96. Très bien, j'ai déterminé T. Qu'est-ce qu'il me reste à déterminer? Sigma de D. Sigma, au niveau de la population, elle est inconnue. Et du coup, comme les échantillons sont indépendants,
on va estimer la variance par S' au carré. Voilà. Et donc, j'aurai besoin de mes échantillons pour pouvoir calculer S' au carré. Donc, j'ai à calculer S', l'écart type au niveau de l'échantillon 1. L'écart type, donc, corrigé, c'est racine carrée de N1 sur N1 moins 1 fois S1. Et pour l'échantillon 2, il faut que je calcule la variance ou l'écart type au niveau de l'échantillon 2. Qu'est-ce que c'est que l'écart type au niveau de l'échantillon? C'est racine carrée de N2 sur N2 moins 1 fois S2. Et on écrit donc la variance ou l'écart type de la différence, c'est racine carrée de S'. Donc je remplace sigma carré 1 et sigma carré 2 par leur estimateur sans biais. Donc je les remplace. Je retrouve S' au carré 1 sur N1 plus S' carré 2 sur N2. Donc, ceci c'est sigma de la différence. Comme N1 et N2 sont grands, donc S carré 1 est égal à S' carré 1 qui est égal à sigma carré 1. Okay? Je peux faire le calcul, ça ne changera rien. Même si ici je n'écris pas comme N1 et N2 sont grands, donc de toute façon je vais retrouver les mêmes valeurs presque. Sigma carré de D, je lève tout au carré, donc pour calculer la variance, c'est 104 au carré sur N1. Et N1 c'est 327 plus S carré 2, donc c'est 118 au carré sur N2. Et je retrouve donc la variance de la différence, c'est 81,76. Racine carrée de 81,76, je retrouve 9,04. J'ai calculé sigma de D. Et donc, maintenant, je peux déterminer L1 et L2. L1 et L2, donc, L1 sur sigma de D est égal à moins T et L2 sur sigma de D est égal à plus T. Je parle de la différence. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, d'après le schéma qu'on a fait tout à l'heure. Ici, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire ceci, que la probabilité que D soit situé entre quoi et quoi? Entre L1 et ici L2 est égal à, donc ici c'est L2 là, cette borne là, et la borne là c'est L1. Voilà. La probabilité que la différence, moi je cherche la différence. Alors je prends pointeur laser. Voilà. Je cherche moi la différence M1 moins M2. Si elle est dans cet intervalle-là, je suis dans 1 moins alpha. Donc, je peux écrire la probabilité que la différence soit entre les bornes L1 et L2, elle est égale à 1 moins alpha. Moins alpha. Voilà, ici c'est 1. Ok, donc, et je sais que D, je vais procéder par un changement de variable. T est égal à D moins l'espérance de D sur sigma de D, avec l'espérance de D est égale à 0. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il y a? T est égal à D sur sigma de D. Et donc ça, je peux l'écrire autrement. C'est la probabilité de quoi? Je
prendre le noir. Voilà. Donc, on a dit c'est D moins l'espérance de D est égale à 0 sur sigma de D. Sigma de la différence. Et ceci, il est situé entre L1. Et donc, comme j'ai D sur sigma de D, ça veut dire L1 sur sigma de D. Et L2 sur sigma de D. Voilà. Est égal à 1 moins alpha. Voilà. Et donc, je reviens à mon équation tout à l'heure. Donc, j'écrivais la probabilité de L1 de D soit située entre L1 et L2 est égale à 0,95, 1 moins alpha. Ça me donne ceci, est égal donc à 0,95. Et donc, ce que je sais, c'est que L1 sur sigma de D, il est égal à moins T. Parce que ici, D sur sigma de D, c'est T, situé entre moins T plus T. Et donc, L1 sur sigma de D est égal à moins T, et L2 sur sigma de D est égal à plus T. J'ai déjà calculé T. Il est égal à 1,96. Voilà. Donc, je peux ressortir L1. L1, c'est moins T fois sigma de D. C'est moins 1,96 fois sigma de D. Je l'ai déjà calculé. Il est égal à 9,04. Et plus T. Donc, je peux dégager L2. L2, il est égal à plus T fois sigma de D. Plus 1,96 fois 9,04. Qu'est-ce que je retrouve? Moins 17,72 et plus 17,72. Voilà. J'ai ma zone d'acceptation 1 moins alpha en probabilité qui correspond à cet intervalle-là, L1, L2, situé donc entre moins 17,72 plus 17,72. J'ai calculé les bornes. Il faut prendre la différence, puisque je m'intéressais à la différence. Si la différence des deux moyennes se situe ici, je serai dans la zone d'acceptation, je vais accepter H0 et rejeter H1. Si ma différence n'appartient pas à cet intervalle, je serai soit ici, soit là. Ce sont des zones critiques. Et donc, je vais rejeter H0. Donc, on va voir, cette différence est égale à quoi? Voilà, la différence. Il ne faut pas oublier, différence ici en valeur absolue, puisque je parle de la différence de deux moyennes. Donc, la différence, c'est 612 moins 642, qui en valeur absolue est égal à 30 dirhams. 30 dirhams ne se situe pas dans l'intervalle moins 17, plus 17, donc, elle n'appartient pas à l'intervalle d'encadrement de D. Et du coup, ceci va nous permettre d'accepter H1 et de conclure que l'hypothèse selon laquelle M1 est différente à M2, c'est l'hypothèse H1, elle est bien fondée au risque de 5%. Et les dépenses alimentaires mensuelles des ménages de fonctionnaires et celles des ménages d'ouvriers sont bien différentes et que la différence constatée, elle est bien réelle. Et voilà, donc, on a fait la solution de l'exercice 3 ou 4, 4 donc de cette série d'exercices. On va passer à l'exercice suivant. Ah oui, donc il restait la deuxième question. Dans la deuxième question, il nous disait, est-ce qu'on peut conclure que les ménages des fonctionnaires dépensent plus? Et on a dit que dépenser plus, ça veut dire que on est dans H1. Les ménages des fonctionnaires, donc c'est la population numéro 2, donc M2, est-ce qu'elle est supérieure à M1? Et on note ça dans l'hypothèse H1. Et dans l'hypothèse H0, normalement on devait écrire M1, ou plutôt donc
Si M1 est supérieur à M2, on serait dans H0. Donc, par convention, on écrit M1 est égal à M2. Les dépenses des deux populations sont équivalentes. Ok. Et donc, pour la suite, la même démarche, sauf que ici, on est dans supérieur. C'est-à-dire qu'on doit trouver que la différence, si on prend la différence comme M2 moins M1, on doit trouver la différence positive pour H1. Si la différence est positive, ça veut dire M2 supérieur à M1. Dans ce cadre, on est dans H1. Mais pour une différence qui est négative, et ici on ne va pas travailler sur la valeur absolue, ça veut dire que M2 est inférieur à M1, et dans ce cas, on se retrouvera dans H0. Très bien, on continue. L'exercice suivant. Dans cet exercice, il s'agit de faire de la comparaison de deux proportions de deux populations différentes ou indépendantes. Okay. Tout à l'heure, on comparait les moyennes de deux populations. Ici, on va comparer les proportions. Ils nous disent que dans une enquête faite dans une faculté d'économie qui a donné les résultats suivants pour des étudiants de DUG en sciences économiques. Nombre d'admis en DUG d'après l'origine du baccalauréat. Okay. Les étudiants qu'on a admis, qui ont réussi, donc, leur DUG, et on essaye de vérifier l'origine de leur baccalauréat. Donc, on a deux populations différentes. Population des étudiants ayant un bac sciences économiques et population des étudiants ayant un bac lettres. Les inscrits, donc, je prends les inscrits 615, inscrits en baccalauréat sciences économiques, 130, ceux qui ont un bac lettres. Ceux qui sont admis ou qui ont réussi, 334 étudiants parmi 615 et 44 parmi donc les 130. Donc c'est comme si je prélève deux échantillons, N1 615, N2 130. Et j'aurai donc la fréquence, ici, puisqu'il s'agit donc d'échantillons, je peux la calculer, c'est F1 334 sur 615. Et F2, c'est 44 sur 130. Hein? L'origine des étudiants, dans la question, ils me disent, est-ce que l'origine des étudiants a une influence sur la réussite à l'examen au risque de 5%? Donc, est-ce que l'origine des étudiants a une influence? Cela veut dire quoi? Est-ce que je suis dans un test d'hypothèse bilatérale ou unilatérale? Hein? Est-ce que ici dans la question, ils me parlent, ils me disent il faut que ça soit supérieur ou bien inférieur, ou bien ils me parlent de la différence? Donc, automatiquement, je comprends a une influence sur la réussite, ça veut dire que ici il me parle de la différence. Ok, on va voir donc la solution, comment faire pour résoudre ce problème. Très bien, voilà. Formulation des hypothèses, je suis dans le cas de la proportion. Et donc H0 CP1 est égal à P2. Et H1 CP1 différent de P2. Ici, dans H0, l'origine des étudiants n'a aucune influence. Et donc, la proportion de réussite dans les deux populations sont égales. Il n'y a aucune différence. Ou bien l'origine des étudiants a une influence. Ici, a une influence, ça veut dire que j'aurai automatiquement la proportion de ceux qui sont admis en baccalauréat sciences économiques ou bien baccalauréat lettres différente de la proportion de la deuxième population. S'il y a une différence dans la réussite chez
une catégorie d'étudiants, ça veut dire qu'il y a une influence sur la réussite. Ça veut dire que l'origine du baccalauréat a une influence sur la réussite. Et donc, je suis dans le cadre d'un test bilatéral avec 2 zones critiques. Voilà. Donc, il s'agit de dresser mon schéma. Voilà. OK. Et il s'agit de la différence. Est-ce que la différence appartient à la zone d'acceptation ou pas? Et j'ai 2 zones de rejet. 2 zones de rejet, ça veut dire alpha sur 2. Alpha sur 2. Et ici, j'aurai 1 moins alpha. Ici, c'est la zone d'acceptation. Et donc, je dois calculer la différence et voir si la différence appartient à cette zone, je serai dans la zone d'acceptation. Et donc, il faut déterminer mes bornes. Et les bornes, c'est L1 et L2. Donc, L1 et ici, c'est L2. Voilà. Et directement, je vais prendre le vert pour mettre. Donc, ça, c'est la zone d'acceptation. C'est la zone d'acceptation. Voilà. C'est la zone d'acceptation. Et donc, je peux écrire en termes de probabilité, ce que j'en aurai besoin donc à l'étape 3. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce que je cherche? La probabilité de la différence. Et D, on l'avait dit tout à l'heure. Quand on procédera, si la distribution donc est normale des 2 populations, D, en procédant par un changement de variable, c'est D moins l'espérance de D. L'espérance de D est égale à 0 sur sigma de D, donc D sur sigma de D. Mais pour le moment, donc on garde ici la différence. La différence située entre L1 et L2, si il est situé entre cette probabilité-là, d'après le schéma, il est égal à 1 moins alpha. Moins alpha. Voilà. Ok, on continue. Voilà. Je passe à l'étape, donc un test bilatéral, j'ai un test bilatéral. On suppose dans l'étape 2 que H0 est vrai. Et donc, sous H0 vrai, ça veut dire que la différence est égale à 0. La différence, c'est P1 moins P2 est égal à 0. Sous H0 exact, D est égal à 0. Et l'espérance de D, donc l'espérance donc de F1 moins l'espérance de F2, donc c'est P1 moins P2 qui est égal à 0. Avec sigma de la différence, on la note de cette façon, c'est racine carrée donc de sigma carré de x bar 1, sigma carré x bar 2, ce qui nous donne donc sigma carré 1 sur n1 plus sigma carré 2 sur n2. Les distributions des 2 populations sont inconnues, mais comme n1 et n2 sont supérieurs à 30, donc D va suivre une normale de paramètre espérance de D sigma de D, ce qui veut dire que D va suivre une normale de paramètre 0, l'espérance de D est égale à 0 sous H0. Okay. Et sigma de D est égal à ceci. Je peux procéder dans ce cas par un changement de variable, donc T est égal à D moins l'espérance de D sur sigma de D, qui va suivre, donc T va suivre une normale centrée réduite 0,1. Donc c'est très simple pour moi maintenant de lire T sur la table de la loi normale centrée réduite. Voilà. Et donc,
J'ai déterminé la distribution, je passe à l'étape 3. Et l'étape 3, il s'agit de déterminer les bornes L1 et L2 à partir de cette équation-là. La différence située entre L1 et L2 égale à 1 moins alpha. Voilà. Et donc, il s'agit d'un test bilatéral. Ça veut dire qu'il faut déterminer premièrement T et dans une deuxième étape, on détermine sigma de D. Okay? J'ai deux échantillons pour déterminer sigma de D. Il s'agit d'un test bilatéral, donc 1 moins 5% sur 2 est égal à 0,975, ce qui veut dire que T est égal à 1,96. Et du coup, pour j'ai déterminé T, il faut que je détermine sigma de D. Sigma de D, comment je vais la déterminer? Donc, à travers l'écart type au niveau des échantillons, en estimant donc la variance par S' au carré. L'échantillon 1, la taille de l'échantillon est égale à 615. Avec x1, parce que je sais, je dois calculer la fréquence ici. Hein, j'ai la proportion au niveau de la population, au niveau de l'échantillon, il faut que je calcule la fréquence. Et la fréquence, je sais qu'elle est égale à quoi? Nombre d'admis sur N1. Nombre d'admis, c'est 334 sur 615. Donc le pourcentage des admis, c'est 54,31 au niveau de l'échantillon 1. Voilà. J'ai F1. Et donc, pour moi, qu'est-ce que je cherche à faire? À calculer sigma de D. Et pour sigma de D, j'aurai besoin de S1. J'ai S1 dans le tableau. Et donc, je cherche à calculer l'écart type corrigé. Hein, et non pas l'écart type de l'échantillon 1, sans l'écart type corrigé. Donc l'écart type sans biais, qui est un estimateur donc de l'écart type au niveau de la population. S'1 est égal à racine carrée de N1 sur N1 moins 1 fois S1. Et donc S1 c'est F1 fois 1 moins F1. Je remplace S1 par la valeur. Donc, ici, c'est l'écart type, mais la variance. La variance S1 au carré, c'est F1 fois 1 moins F1 fois le facteur de correction. N1 sur N1 moins 1. Donc, on a vu ça en cours. Il faut revenir à ce qu'on a déjà vu en cours. Racine carrée, donc de N1 c'est 615 sur 614 fois, j'ai calculé F1, F1 c'est 54,31%, voilà, c'est ça, fois 1 moins F1, et 1 moins F1 c'est 0,4569, donc pourquoi on respecte 4 chiffres après la virgule. Et donc ce qui me donne S'1 égale à 0,5. Donc 50%. L'échantillon 2, je procède de la même façon. J'ai la taille de l'échantillon et j'ai le nombre d'admis. Et donc, je peux calculer la fréquence. Et la fréquence, c'est le nombre d'admis, c'est 44 sur 130. J'ai 33,84% en F2. Et de cette façon, donc, je peux calculer maintenant l'écart type corrigé au niveau de l'échantillon 2. C'est S'2. Qui est égal à racine carrée de N2 sur N2 moins 1 fois S1. Très bien, donc c'est racine carrée de ces valeurs, donc fois F2 fois 1 moins F2. F2 il est égal à 33,84, c'est ce que j'ai ici, fois 1 moins 34,84%, ça me donne 0,6616. Très bien. S'2, donc, il est égal à 0,475, c'est-à-dire 47,5%. Très bien. J'ai calculé S'1, j'ai calculé S'2. Très simple, je le remplace dans ma formule. Sigma de D, il est égal à l'écart type de sigma carré 1. Je le remplace par son estimateur sans biais. Et son estimateur sans biais, c'est S' au carré 1. Voilà. Pareil ici, et je retrouve donc sigma de D est égal à 0,5 au carré sur N1. Et N1, c'est 615. 615 plus S' au carré de
c'est 0,475 au carré sur 130 sur N2, 130. Ça me donne sigma de D égale à 0,0462. J'ai calculé sigma de D et j'ai calculé T. Donc, j'ai pu calculer la marge d'erreur. Je peux maintenant calculer, retrouver L1 et L2. Voilà. Donc, j'ai la probabilité que la différence soit située entre L1 et L2 égale à 0,95. Je procède par un changement de variable. Ça veut dire que la probabilité que T, qui est égal à D sur sigma de D, ici soit situé entre L1 sur sigma de D et L2 sur sigma de D. Ça veut dire que, en procédant par un changement de variable, la probabilité que T soit situé entre moins T plus T, ça veut dire que L1 sur sigma de D est égal à moins T, et L2 ici, voilà. Corriger ça, donc stylé, ici c'est 2. Voilà, plus T sur sigma de D. Voilà. Et donc, je peux calculer L1. L1, c'est moins T fois sigma de D. Et moins T, donc c'est moins 1,96 fois sigma de D. Je l'ai calculé, est égal à 0,0462. Ça me donne moins 0,090. Et L2, je peux également le calculer, plus T fois sigma de D. Ça me donne plus 0,090. OK. Donc, ce sont les deux bornes ici, L1 et L2. Moins 0,09 et plus 0,09. Est-ce que la différence est située là? Ça veut dire que je dois calculer la différence. Et la différence A, c'est celle des fréquences de mes échantillons. Donc, à travers ça, on peut écrire qu'on a 95 chances sur 100 pour que la différence, donc en valeur absolue, F1 moins F2, soit dans l'intervalle moins 0,09 plus 0,09. Voilà, la différence, elle est égale à 20,46%. Et 20,46%, 0,20, n'appartient pas à cet intervalle. Voilà. Donc, on accepte H1. La différence constatée est réelle. H1, c'est l'hypothèse qui nous dit que P1 est différent de P2. Ça veut dire qu'il y a une influence. Et cette hypothèse est bien fondée au risque de 5%. Et la nature du baccalauréat a bien une influence sur la réussite en DEC. Voilà. Très bien, on passe à l'exercice suivant. L'exercice, donc, 6. Il nous dit, pour guérir une certaine maladie, 2 médicaments sont possibles. Le médicament X et le médicament Y, qui sont administrés à 2 groupes de malades. Le groupe 1, 1000 malades, donc l'échantillon 1, 1000 malades, et l'échantillon 2, 1400 malades. Et on administre 2 médicaments consécutivement à ces 2 groupes, X pour le groupe 1 et Y pour le groupe 2. Et il s'agit de voir est-ce qu'il y a une différence au niveau de traitement. C'est comme lors de la vaccination, on prend 2 vaccins, Sinopharm, AstraZeneca ou n'importe. Ici, on prend Sinopharm, AstraZeneca et on les administre à 2 groupes différents. On va voir les effets pour AstraZeneca et les effets pour Sinopharm. Groupe 1, donc 390 personnes sont guéries. Groupe 2, 470 personnes sont guéries. Est-ce qu'on peut considérer que le médicament Y est moins efficace que le médicament X? Voilà, un exercice intéressant. Donc, au risque alpha est égal à 5%. Et du coup, donc, lors de la formulation des hypothèses, il faut bien lire l'exercice, voir la question. Ici, dans la question, est-ce qu'on peut conclure que, est-ce qu'on peut considérer que, et donc on va prendre cette hypothèse dans le cadre de H1, que Y est moins efficace. Et donc, ici, on parle de la moyenne ou bien de la proportion. J'ai pas de moyenne. J'ai la proportion, puisque on me dit, comme dans l'exercice précédent, ceux qui sont admis, ceux qui sont guéris. 390 sur 1000.
470 sur 1400 pour voir les pourcentages. Et donc, pour voir les fréquences au niveau des échantillons. On est dans le cadre de la proportion. Voilà. Je formule mes hypothèses. H0, P1 est égal à P2. Ça veut dire que les deux traitements se ressemblent. Si le pourcentage de ceux qui sont guéris en ayant le traitement 1, le médicament 1, est égal au pourcentage des personnes guéries et ayant le traitement 2. Ici, les deux traitements se ressemblent, ont le même résultat, la même efficacité. Mais dans la question, on me dit, peut-on conclure que Y est moins efficace? Et donc, je vais écrire ici, Y moins efficace que X, ça veut dire quoi? Y, c'est le traitement numéro 2. Ça veut dire que le pourcentage de ceux qui sont guéris de la population 2 est inférieur au pourcentage de la population ayant reçu le médicament X. Voilà, c'est ça l'efficacité. En termes d'efficacité, quand on me dit Y, le médicament Y moins efficace, ça veut dire que le pourcentage est de ceux qui ont reçu le traitement Y, le pourcentage de ceux qui sont guéris en ayant le traitement Y doit être inférieur au pourcentage de ceux qui sont guéris en ayant le traitement X. Voilà. Et donc, je peux écrire ici P2 inférieur à P1. P2 inférieur à P1, ça veut dire que ici, le test, il est unilatéral à gauche et non pas à droite. Okay? C'est-à-dire qu'en termes de différence, si j'ai la différence ici, je prends P1 moins P2 sous H0. P1 moins P2, il est égal à 0. Et après, on verra. Par rapport à la différence, je prends par exemple dans la différence P2 moins P1, ça veut dire que cette différence doit être négative. Et en ayant une petite marge d'erreur, c'est-à-dire jusqu'à quand je peux accepter cette différence. Ok. Dans la solution, donc, une fois j'ai dit que ici c'est un test unilatéral à gauche, je passe à l'étape 2. Et à l'étape 2, on suppose H0 vrai. Sous H0 vrai, P1 est égal à P2. Okay? Ça veut dire que la différence est égale à 0. Et donc, D est égal à 0, ça veut dire que l'espérance de D est égale à 0 et l'écart type de la différence, tout le temps égal à souci. Les distributions des deux populations sont inconnues, mais on a les tailles des échantillons sont grandes et du coup, donc, D va suivre une normale de paramètres espérance de D, sigma de D. Espérance de D est égal à 0 et sigma de D est égal donc à cela. Ce qui veut dire que je peux procéder par un changement de variable. Le changement de variable, c'est D moins l'espérance de D sur sigma de D, c'est T, et T va suivre une normale centrée réduite. Donc, je peux lire T sur la table de la loi normale centrée réduite. Je passe à l'étape 3 pour déterminer les bornes. Voilà. Et donc, j'ai alpha, un test unilatéral à gauche. Ça veut dire que j'ai une seule zone à risque. C'est alpha, qui est égal à 5%. Je dois déterminer T, c'est très simple, donc j'ai une seule zone et non pas deux. Donc, si je mets donc ici, ça, comme ça. Test unilatéral à gauche. Voilà. Ce qui veut dire que test unilatéral à gauche. Voilà. C'est
pas alpha sur 2? C'est alpha. Alpha sur 2 dans le cadre d'un test bilatéral. Donc ici, c'est 1 moins alpha. Voilà. 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 Ici, c'est 1 moins alpha. Très bien. Voilà. Donc, 1 moins alpha. 1 moins alpha. Tout ce qu'il y a sous la courbe moins alpha. Et je sais que, bon, alpha se situe ici à gauche, mais on peut la transformer à droite, ça va me donner la même chose en termes donc de probabilité pour la valeur de t, hein, parce que ici, test unilatéral à gauche, c'est comme si je cherche la valeur de moins t, hein, et je sais que moins t a toujours un équivalent ici, qui est t. Et donc, si je remplace alpha qui se trouve sur la gauche par alpha se trouve sur la droite, j'aurai donc 1 moins alpha, toute cette zone verte, hein, équivalente. Et donc t, il est égal à 1,65. Il me reste à déterminer sigma de d. Je fais comme la procédure dans l'exercice précédent. L'échantillon 1 et sur l'échantillon de 2, je calcule l'écart type corrigé. Et l'écart type corrigé au niveau de l'échantillon 1, c'est S'1 là. C'est la racine carrée de N1 sur N1 moins 1 fois S1. Voilà, de la même façon, ici, j'ai N1 est égal à 1000, ça veut dire N1 moins 1 est égal à 999, fois, je dois calculer F1. F1, c'est 390 sur 1000. Ça me donne 0,39. Donc 0,39 fois 1 moins F1. 1 moins F1, c'est 0,61. Ça me donne S'1 égale à 0,49. Je procède de la même façon pour l'échantillon 2. Je retrouve S'2 est égal à 0,4739. Okay. Et voilà, je peux calculer sigma de D. Sigma de D est égal à 0,02. J'ai pu calculer sigma de D. Et T. Donc, je peux calculer la borne. Ici, je cherche. J'ai qu'une borne. Et non pas deux. Donc, hein, je la note L. Hein, ou bien L1. Hein, L ou L1. J'ai une borne ici. Voilà. L'étape 3, je détermine donc la zone d'acceptation et je détermine la borne. La probabilité de la différence, je parle de la différence, la probabilité de la différence supérieure à la borne L1 est égale à 0,95, est égale à 1 moins alpha, à la zone verte. Voilà. La probabilité de D supérieure à L1. Regardez ici. La probabilité de D, qu'est-ce que je dois écrire là? Qu'est-ce que je dois écrire ici? C'est que la probabilité, moi, je m'intéresse à la différence. J'ai deux échantillons. Je suis en train de comparer les moyennes des deux populations aux deux échantillons. Donc, la probabilité de la différence, c'est les supérieure à L, supérieur ou égal à L, je suis dans la zone verte. La zone verte, c'est 1 moins alpha. Mais rien n'empêche, je peux écrire la probabilité de D inférieure à L. Si la probabilité de D inférieure à L, elle est égale à alpha. Sur la table de la loi normale, je dois procéder par un changement de variable. Mais j'aurai les valeurs de D sont supérieures à L. Il faut les transformer en inférieur à L. Inférieur à L. Pour quelle raison? Parce que la table des probabilités cumulées me donne les valeurs inférieures. Inférieures à T. Donc, on va voir comment faire. Mais les deux vont me donner le même résultat. Si je procède comme ça, la probabilité de D supérieure à L est égale à 1 moins alpha, ou bien
je fais la probabilité de D inférieure à L est égale à alpha, j'arriverai en fin de compte au même résultat. Voilà. On peut écrire probabilité de D supérieure à L1 est égale à 0,95. Je suis dans la zone verte est égale à 0,95. Je procède par un changement de variable, c'est la probabilité de D sur sigma de D supérieure à L1 sur sigma de D qui est égal à 0,95. Très bien. Et je sais que la probabilité ici, c'est T supérieur à T égale à la probabilité de T inférieure à moins T qui est égal à 0,95. Voilà. Pour quelle raison j'écris ça? Tout simplement parce que il ne faut pas oublier ici probabilité de D supérieure à L1. Ça veut dire que j'ai le schéma de cette façon. Voilà. Attendez, voilà, je vais prendre le noir. Probabilité donc supérieure à T. Comme si je prends ce qui m'intéresse, c'est la valeur de T. Donc ici, c'est plus T. Ici, j'écris plus T. Ça veut dire que son équivalent, ici, en négatif, c'est moins T. Comme si je prends un test bilatéral. Il ne faut pas oublier, je suis dans le cadre d'un test unilatéral. Mais je sais que les deux zones ici, la zone ici et la zone inférieure à moins T, ils sont équivalentes en termes de probabilité. Et du coup, donc, je peux écrire et je peux dire que la probabilité que T soit supérieur à plus T, je suis dans cette zone. La probabilité de T supérieure à plus T, elle est égale à la probabilité de T inférieure à moins T. C'est comme si je prends là L1 ici et ici L2. Okay? Je suis dans le cadre d'un test unilatéral, mais rien n'empêche, au lieu de travailler sur cette zone, je peux travailler sur cette zone parce qu'ils sont équivalents en termes de probabilité. C'est pour cette raison que j'écris ici la probabilité de T supérieure à plus T, elle est égale à la probabilité de T inférieure à moins T. Très bien. Ce qui veut dire que ici, hein, c'est la probabilité que T soit supérieur à L1 sigma de T, d'accord, égal à 0,95. Supérieur à quoi? À T. Il est égal à la probabilité de T inférieure à moins T. Et donc, c'est pour cette raison que je mets ici inférieur à moins T. Et je garde la probabilité parce qu'ils sont égales. Ce qui veut dire que ici, qu'est-ce que j'aurai? La probabilité de T inférieure à moins T. Ça veut dire que je travaille sur moins L1 sur sigma de D. Et la valeur de T sera négative. C'est moins 1,65. Parce que ici, j'aurai moins L1 sur sigma de D est égal à la valeur donc de T. Et c'est très simple, je vais écrire L1 sur sigma de D en multipliant par moins ici et moins là, j'aurai moins 1,65, ce qui me donne L1 égale à moins 1,65 fois sigma de D. Voilà. Et L1, dans ce sens, il est égal à moins 0,0328. Voilà. J'ai retrouvé donc ma borne L1. Voilà. Donc,
toute cette opération pour contourner cela, ça je ne peux pas le lire sur la table de la loi normale parce que la table de la loi normale, je dois transformer supérieur en inférieur. Je lis que les probabilités cumulées. Voilà, j'ai retrouvé la valeur de L1. Maintenant, comment je dois interpréter ou prendre la décision et l'interpréter? Si la différence est supérieure à L1, il ne faut pas oublier, je suis dans le cadre d'un test unilatéral. Unilatéral. Si la différence est supérieure à L1, j'accepte H0. Si la différence est inférieure à L1, je suis dans la zone de rejet. Donc on va voir cette différence. Si la différence supérieure à L1, on retient H0. Si la différence inférieure à L1, on retient H1. Dans notre hypothèse H0, on cherche à ce que Y soit plus efficace que X. Alors que dans H1, ici c'est H0, dans H1, on a écrit Y moins efficace que X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P2 est inférieur à P1. Okay? Si P2 est inférieur à P1, et je travaille en termes de fréquence, je sais qu'il y a une marge. Hein, je ne suis pas inférieur exactement à 0, quelque chose. Hein, c'est T sigma. Si F2 moins F1 inférieur à 0, le médicament Y est effectivement moins efficace que X. Je suis dans H1. Mais si F2 moins F1, je ne prends pas ici les valeurs absolues. Si F2 moins F1 supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le traitement 2 plus efficace que 1. Ça veut dire que le traitement Y plus efficace que X. Si Y est plus efficace, je ne suis pas dans H1, je suis dans H0. Donc, la différence, on la calcule, c'est F2 moins F1. Elle est égale à quoi? À moins 0,0543. Elle est inférieure à 0. Okay? On remarque que cette différence est inférieure à L1. Je suis là. Donc, le médicament Y est réellement moins efficace que X. On accepte H1 et on refuse, on rejette H0. Voilà. Et on peut dire donc que le médicament Y est réellement moins efficace que le médicament X au risque de 7%. Et voilà, donc on a vu le test d'hypothèse de conformité. Et aujourd'hui, donc, dans cette série d'exercices, on a vu le test d'hypothèse d'homogénéité dans le cas de comparaison de proportions ou de moyennes. Merci et à très bientôt. Au revoir.